Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, évidemment, on parle médias ce matin. Jacques Liwalino avec notre invité, Amadou Diallo, qui est avec nous ce matin. Il est journaliste, il faut le rappeler. Voilà, il n'y a pas d'ancien journaliste, Jacques Liwalino. Oui, voilà, il est journaliste. Bien. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venu à cette invitation. Depuis maintenant plus de mois, nous sommes dans une situation assez compliquée. D'abord, inédite en tout cas, les réseaux sociaux, ensuite les médias, brouillage des fréquences, des chaînes de télévision retirées des canaux et des Star Times. Comment vous vivez ces moments actuels dans notre pays? Merci Jacques, bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs. Si vous en avez encore, parce que c'est un problème que vous posez. Oui, c'est une situation assez difficile. J'avoue, moi j'ai commencé à exercer ce métier depuis 1986. J'ai commencé par la RTG et puis j'ai travaillé pour le service monitoring de RFI, qui était l'agence sonore internationale de RFI. Et puis après, j'ai travaillé pour la BBC, évidemment, pendant 22-23 ans. Comment je vis cette situation d'aujourd'hui? J'avoue que c'est une situation, comme le disait Lamine, c'est une situation inédite, c'est une situation extrêmement grave, c'est une situation qui nous ramène à une vingtaine d'années en arrière. Et ce n'est pas normal parce que les médias, pour qui connaît le rôle des médias, pour qui connaît ce que font les médias dans une société, je ne dis pas une société démocratique, puisqu'on va me rétorquer, on va répliquer que nous sommes dans une transition militaire, mais pour une société moderne tout court, je pense que les médias ont un rôle hyper important, que les médias jouent un rôle de premier plan, même si on le classe dans le comme quatrième pouvoir, mais certains vous diront c'est même le premier pouvoir. Donc que on arrive à une situation où les réseaux sociaux sont bloqués, qu'on a du mal à se connecter, si vous n'utilisez pas des VPN, que des chaînes de télé soient retirées des bouquets, que, disons, des ondes de radio soient brouillées. Tout ça, c'est une censure qui est claire et nette. C'est une censure de l'État. Et je dis, ce n'est pas normal, puisque l'État doit créer les conditions d'épanouissement des médias. C'est à l'État de créer les conditions et toutes les conditions pour que les médias publics et privés s'épanouissent dans le pays. Il y tire un intérêt majeur. Et la population aussi... C'est qu'un droit d'ailleurs aussi. Hein. C'est un droit. C'est un droit effectivement que l'État... La population de s'informer à travers les médias. L'État crée les conditions, mais il n'appartient pas à l'État de liquider, je dis bien, j'utilise le terme, de liquider l'héritage démocratique hérité du régime d'Alpha Condé, hérité du régime de Dadis, de Konaté et de Lansana Conté. Ce n'est pas normal. Donc, voilà comment je vis cette situation. Voilà. Amadou Diallo, journaliste, donc il est avec nous ce matin chez les GG. Allez-y, Babila. Donc, après avoir assisté à la libération des ondes en 2005, libéralisation plutôt des ondes en 2005, est-ce que vous avez une fois pensé qu'on allait se retrouver dans cette triste réalité qui se vit aujourd'hui dans le monde de la presse? Écoutez, il ne faut pas être naïf. La lutte pour la liberté de la presse est une lutte permanente. Tous les pouvoirs publics, que ce soit en Guinée ou ailleurs, mais surtout en Afrique et dans notre pays, en tout cas en particulier, puisque nous parlons de la Guinée, tous les pouvoirs publics ont tendance à vouloir embrigader les médias. Les dénonciations, les critiques, les analyses que nous faisons, que font les médias, ne sont toujours pas du goût de tout le monde. Donc il est évident que les pouvoirs publics sont toujours là, peut-être veulent embrigader, mais c'est pour ça que nous devons être toujours en éveil, que les associations de presse, que les journalistes, que tous les médias doivent rester en éveil, ne doivent dormir que d'un seul œil pour empêcher ce genre de situation, que d'éventuels prédateurs de la liberté de la presse ne prennent le contrôle et n'étouffent les médias. Donc moi, surpris, non, honnêtement, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, puisque je sais que c'est dans, peut-être on va dire, c'est un peu naturel pour tous ceux qui dirigent de vouloir embrigader. Oui, mais arriver à ce point quand même, mon cher... Il faut refuser l'embrigadement, mais je ne suis pas surpris, parce que vous savez ce que nous vivons ici. C'est vrai qu'Alpha Condé n'a pas fait pareil. Il a interdit à
à des responsables syndicaux de prendre la parole dans les médias. Le cas d'Aboubacar Souma, vous vous en souvenez certainement, est un cas symptomatique du régime d'Alpha Condé. Ce n'était pas un régime qui était tendre aussi. Avec la presse, il y a eu des journalistes qui ont été tabassés ici. Mais bien sûr. Matériel nous d'ailleurs, voilà, le ministre est interdit de passer chez nous. On sait très bien, mais un régime est arrivé à ce niveau-là. Oui, à ce niveau, je dis, on n'était pas arrivé à ce niveau. C'est pourquoi je dis c'est une situation gravissime. Parce que là, c'est une censure générale qui s'abat sur les médias et sur les réseaux sociaux, qui sont aussi les nouveaux médias, comme on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le passé, c'est-à-dire que le présent se nourrit du passé. Et le passé de la Guinée, en termes de démocratie, en termes de violation des droits de l'homme, des libertés publiques, des libertés individuelles, le passé de la Guinée n'est pas très réluisant. Moi j'aimerais vous interpeller justement sur le passé. On sait que vous êtes un témoin, on peut même dire un témoin oculaire de tout ce qu'a traversé la presse guinéenne jusque-là. Jacques rappelait dans le lancement des années 90 où on a franchement forcé la libéralisation des zones, notamment en 2005, mais avant en 90, plutôt 92 avec la presse écrite, etc. Dans une situation comme celle-ci, comment est-ce qu'on s'en sort en tant que journaliste? Qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, peut-être c'est une colle, Mohamed Ali. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'on doit faire, mais ce que je sais, c'est que dans les années 90, c'est vrai que nous avons eu les premières libéralisations des médias, c'était en 92. La première loi sur la presse, c'était une loi qui était jugée liberticide, mais c'était à la même période. Il y a eu avant ça ce qu'on appelait les journées de l'information en 90-91 avec le ministre Hervé Vincent Bangoura. Et après ça, vous avez vu donc naître des journaux comme le Lynx en 92, l'Indépendant, le Démocrate, la Nouvelle République de Bamamadou. Mais est-ce que c'était une liberté qui était offerte, qui était donnée? Je dis non. Ce n'était pas donné, il a fallu que certains aillent en prison, il a fallu que certains soient expulsés. Serge Daniel, que vous connaissez, correspondant de RFI, a été expulsé de la Guinée par le ministre Gomez à l'époque. Fodé Fofana, qui travaillait pour la BBC, qui était correspondant, avait été expulsé d'ici. Salou Samb de Reuters, que vous connaissez probablement également, a été expulsé d'ici. Le doyen Souleymane Diallo est allé 2 fois en prison. Donc vous voulez dire que cette libéralisation, même dans les années 92, dans les années 90, n'a pas été offerte sur un plateau d'or. Il a fallu, c'est au prix d'une lutte. Et cette lutte, puisque c'est au prix d'une lutte, Mohamed Ali, j'en viens à votre question, puisque c'est au prix d'une lutte, la lutte doit continuer, elle doit être permanente. Maintenant, qu'est-ce que doit faire? Moi, je trouve que vous êtes, quand je dis vous êtes passif. Je trouve que les médias sont passifs. Je trouve que vous manquez, je ne dis pas que vous manquez de courage, mais vous manquez d'organisation, vous manquez de solidarité, vous manquez de vous solidariser, vous manquez peut-être même d'action. Vous n'agissez pas trop. Et est-ce que je suis toujours à l'antenne? Oui, bien sûr. Donc vous n'agissez pas trop parce que vous êtes toujours à l'antenne, oui. Il y a, je sens oui. Donc vous manquez de solidarité, aussi bien au niveau des médias. Je trouve que les médias ne sont pas très solidaires entre eux, alors que par le passé, il y avait cette solidarité. Dans les années 90, il y avait cette solidarité. Vous manquez de solidarité puisque les partis politiques sont peut-être aussi en difficulté. L'opposition, si elle existe, est en difficulté. Vous manquez de solidarité puisque la société civile, si elle existe, elle est... Si elle existe. Si elle existe, oui. Alors, elle est en difficulté aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau défi? Ça pourrait être une occasion de faire améliorer la loi de la presse, mais que les acteurs d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment organisés pour mesurer l'enjeu. Oui, parce que vous l'avez dit, en 92, on s'est battu pour obtenir une loi au moins sur la presse. En 2010, on s'est battu pour dépénaliser les délits de presse. En 2023, 2024, est-ce que c'est un nouveau défi parce qu'on sait qu'il y a les nouveaux médias, il y a d'autres difficultés auxquelles les grandes gueules. Est-ce que cette restriction peut permettre d'aller un peu plus loin
à réclamer un peu plus en ce qui concerne la liberté et l'exercice de fonction de journaliste, mais qu'on manque de mesures sur l'enjeu. Est-ce qu'on ne mesure pas, nous les journalistes d'aujourd'hui? Je pense que c'est à quoi nous sommes confrontés véritablement. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mohamed Ali, parce que toutes les transitions militaires ont permis à la presse d'aller de bouger un peu. Les deux lois positivement, positivement, les deux lois que nous sur la hack, sur la liberté de la presse, c'était sous des transitions militaires. Même l'augmentation de la subvention, c'était sous des régimes militaires. Je pense que le CNT d'aujourd'hui devrait permettre effectivement, comme tu le dis Mohamed Ali, de faire un pas en avant dans la quête de la liberté de la presse, parce qu'il y a des espaces de liberté qui manquent. Il y a des espaces de liberté qui nous manquent. J'ai vécu pendant très longtemps au Sénégal. J'ai vu comment la presse sénégalaise, tout en étant confondue, travaille pendant les élections. Que cette presse sénégalaise permet la transparence du scrutin, qu'à 20h, 21h déjà, le jour du scrutin, tous les Sénégalais savent qui est le vainqueur. Les résultats ne sont pas donnés par la CENI, parce qu'ils n'en ont même pas, mais même pas par l'administration du territoire qui organise les élections, mais par les médias. Et tous les médias, y compris la RTS, a la capacité, sont suffisamment organisés pour donner les résultats. Ici, ce n'est pas possible. Ça, par exemple, c'est une parcelle de liberté que les médias guinéens doivent conquérir. Et ici même on interdit aux médias de donner les résultats. Et cette transition militaire devrait permettre quand même aux médias guinéens de faire un bond en avant, d'aller de l'avant et de conquérir une liberté pareille. Voilà, justement, doyen, vous dites que c'est une lutte permanente, c'est une lutte de tous les jours. Et alors, vous avez fait le Sénégal. Ça tient compte aussi de la culture peut-être médiatique d'un pays. On sait que les débats qu'on fait en Guinée, c'est impossible de le faire au Mali. Impossible de le faire au Burkina Faso ou au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus pratiquement nationalistes. Est-ce que vous ne pensez pas que de l'autre côté, puisque la liberté d'expression c'est le fruit de la réglementation, ils nous disent balayez d'abord devant votre porte. Les grandes gueules. Est-ce qu'à notre sein aussi, il ne faudrait pas quand même qu'on puisse se dire il faut mettre l'accent aussi sur la formation? Parce que dans la loi sur la liberté de la presse, il y a un article qui dit qu'un journaliste, celui qui sort d'une école de journalisme ou qui aurait fait 2 ans d'exercice dans la profession. Est-ce qu'à ce niveau, nous aussi ne devrions pas mettre un accent particulier sur ça pour que la profession soit une profession pour ceux qui méritent d'y être? Ça, c'est la première question. Deuxième question, Mohamed Ali vous demande qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller pas à pas, s'il te plaît. On va aller pas à pas. Je réponds à cette première question et puis après, on va évoluer sur la deuxième. Je pense, oui, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec l'embrigadement actuel de la presse. Je suis opposé à cet embrigadement, je suis opposé à cette censure, mais évidemment, il faut admettre aussi que dans la presse, il y a des excès. Il y a des excès. Certains journalistes vont trop loin dans les commentaires. Certains journalistes ne limitent pas leur liberté. Or, l'exercice de cette profession est régi aussi par une loi, par des lois, par des chartes déontologiques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la charte de Munich, adoptée en 1971. Et donc, cette charte devait être pour moi le livre de chevet de tous les journalistes. Il faut visiter la charte de Munich de 1971 pour voir ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas aller. La liberté dans tous les pays est encadrée, y compris celle de la presse. La liberté de l'exécutif est encadrée. Un chef d'État, un président de la République n'est pas et ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Dans une société démocratique organisée, il ne peut pas. L'Assemblée a des pouvoirs limités. Le législatif a des pouvoirs limités. La presse a des pouvoirs limités. Mais est-ce que dans certains de nos commentaires, nous limitons aussi notre liberté? Je dis non. Certains d'entre nous vont trop loin, vont au-delà des limites admises, permises. Donc, ça me permet de revenir à la question de Djiba. Il faut aller dans le sens de la formation. Il faut former perpétuellement, continuellement les journalistes. Moi, j'ai évolué dans un média, c'est vrai, on me dira, c'est un média étranger, c'est un média international, doté de moins, mais j'ai évolué dans un média, la BBC, où pratiquement chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous avez une formation. On vous remet en cause, vous vous remettez en cause, on vous donne des formations. Et donc, ce qu'il faut faire pour nous aussi, c'est cette formation
permanente, mais il est de la responsabilité aussi, non pas seulement de l'État de former les journalistes, mais aussi les patrons de presse que sont les Lamine et les autres, de former leur personnel. C'est de leur responsabilité. Parce qu'un journaliste qui est bien formé ne peut pas constituer une insécurité pour l'État, pour le pays. Mais un journaliste qui n'est pas bien formé, c'est vrai, c'est un problème. C'est comme un militaire qui n'est pas bien formé peut tuer, c'est un danger, il tue. Un médecin mal formé, il tue, mais un journaliste aussi mal formé peut tuer. Les mots peuvent tuer. Ouais. Donc, il faut de la formation, mais en même temps, je pense qu'à l'intérieur des médias, il est important de réveiller l'observatoire des médias, l'OBIDEM. Ça existait avant, aujourd'hui ça n'existe plus. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Bien, alors dernière question. Dernière question, c'est vrai, on est tous d'accord que ces mesures liberticides-là, on n'en a pas besoin dans un État qui se veut démocratique. Et la charte de la transition, d'ailleurs, qui fait office de constitution, dit qu'aucune situation exceptionnelle ne devrait justifier ce qu'on vit aujourd'hui concernant les médias parce qu'on a une mission de service public et les citoyens ont un droit d'accès à l'information publique que l'État est en train aujourd'hui de violer. La question c'était qu'est-ce qu'on doit faire dans une telle situation? Par exemple, il y a des organes, le Conseil national de la transition. C'est là l'article 57 parmi ses missions. Il y a une mission, on dit, de contribuer à la défense et à la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques. Est-ce que vous ne pensez pas que ces institutions-là aussi aujourd'hui devraient se faire entendre auprès du pouvoir puisqu'ils font office d'assemblée pour amener le régime à se remettre en cause, à dire non, on ne doit pas y aller parce que ça fait partie de leur mission. Est-ce que vous ne pensez pas que ces défenseurs-là se sont tus? C'est ce qui fait qu'on est dans cette situation. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers eux? Oui, non, je pense que oui, tout ce qui représente, tout ce qui exerce une parcelle du pouvoir étatique, du pouvoir de l'État, du pouvoir du peuple, doivent dire quelque chose, doivent s'opposer, doivent résister à de telles pratiques. Le CNT devrait évidemment faire, c'est-à-dire ce qu'il doit faire. Mais regardez la composition du CNT, parce qu'il faut voir un peu à l'intérieur quelle est la composition du CNT. Est-ce que le CNT, dans sa composition actuelle, peut faire le contre-pouvoir dont vous parlez? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Est-ce que la HAC peut faire ce contre-pouvoir? J'ai l'impression qu'elle est morte. Parce qu'elle a dit qu'elle est au même type d'information que nous. Je ne crois pas. Donc, il appartient aujourd'hui aux associations de presse, aux patrons de presse, à l'ensemble de tous ceux qui bénéficient d'une information équilibrée, équitable, juste, objective dans ce pays, de batailler pour que la liberté de la presse soit respectée, pour que les mesures prises aujourd'hui soient annulées. Bien. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, monsieur Diallo. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Merci beaucoup Lamine, merci à vous tous. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans la troisième partie de l'émission, on parlera politique. Mohamed Cissé nous rejoindra dans cette émission. Chronogramme de la transition. Le glissement peut-il encore être évité? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. On va revenir à 11h évidemment avec nos chroniqueurs, avec vos propos.